Merci beaucoup. C'est un plaisir et un privilège d'être de nouveau avec vous, et en particulier dans ce superbe endroit, et aussi de traiter d'un sujet qui est très intéressant, surtout sur le plan physiologique. Et en réanimation, quand on peut se baser sur des concepts de physiologie de base, en général, c'est utile. Alors, la surcharge hydrosodée est-elle vraiment si grave? Ben, c'est l'œdème, non? C'est ça. On ne peut pas avoir de surcharge hydrosodée sans œdème. On ne peut pas avoir d'œdème sans surcharge hydrosodée. C'est la même chose. Correct? Ça ne peut pas être bon. Non, 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 non! Ah non, 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 c'est grave, docteur, mais évidemment. Mais jetons un œil sur la microcirculation. Il ne faut pas être un grand physiologiste pour se rendre compte que quand il y a beaucoup d'eau dans cet espace péricellulaire et périvasculaire, ça ne peut pas être bon. Ça ne peut que limiter le passage d'oxygène vers les cellules. Ça ne peut que comprimer les vaisseaux et accroître un désordre distributif éventuel. Ça peut même comprimer les cellules, surtout si c'est un œdème assez tendu. Mais rien n'est bon. Ça ne peut pas être bon d'être comme ça. On aimerait bien tous être légers sans œdème. Pourquoi avons-nous un ventricule droit, à vrai dire? Pour pomper, tiens, dans la circulation pulmonaire. Mais en fait, non, sur le plan physiologique, dans les conditions de bonne santé, je ne parle pas d'hypertension artérielle pulmonaire, dans les conditions physiologiques, on n'a pas vraiment besoin d'un ventricule droit. On peut d'ailleurs expérimentalement le détruire chez l'animal pourra survivre. Et les chirurgiens cardiaques connaissent bien le phénomène aussi. Pourquoi a-t-on un ventricule droit? Mais pour garder les pressions veineuses les plus basses possibles, puisqu'évidemment la pression veineuse centrale reflète les pressions veineuses des différents organes, et on n'a pas envie que cette pression soit élevée, ce qui ferait effectivement favoriser le passage d'eau dans l'espace extravasculaire, dans l'espace interstitiel. Voici une étude déjà ancienne, mais certainement très bonne, de notre ami Legrand, à l'époque où il travaillait avec Didier Payen, où il montre la valeur pronostique d'une pression veineuse centrale élevée pour les reins. Et effectivement, une pression veineuse centrale élevée, c'est mauvais pour les reins. Mais oui, mais c'est mauvais pour tous les organes. Il n'y a pas un organe qui est satisfait avec une pression veineuse qui est élevée. Alors oui, si vous voulez des données, on cite souvent l'étude européenne SOAP, et il y a effectivement pas mal de malades français qui ont été inclus d'ailleurs, des malades septiques, chez lesquels on a évalué la place d'une balance hydrique positive dans la probabilité de décès. Et vous voyez que ça apparaît en deuxième lieu après le score SAPS-2, le score de sévérité. Vous allez dire, oui, mais ça, c'est des associations. Il y a plein d'études qui montrent une association entre une balance hydrique positive et une mortalité plus élevée. Mais oui, 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 oui. C'est la raison pour laquelle il faut aller un peu plus loin sur le plan statistique et faire des études multivariables, c'est-à-dire que le statisticien va prendre toute une série d'éléments en compte. Et ce que je vous montre là, c'est le résultat de cette étude multivariée ou multivariable. Nous avons aussi regardé ça dans notre service. Vous allez dire, ouais, c'est monocentrique, c'est moins bon. Oui, oui, mais il ne faut pas rejeter non plus les études monocentriques si c'est pour étudier un phénomène. Parce qu'en fait, en monocentrique, il y a moins d'hétérogénéité finalement, puisque les malades sont traités selon des protocoles thérapeutiques qui sont quand même plus semblables que quand on va en multicentrique. Eh bien, vous voyez ici, chez les malades septiques, vous voyez que les non-survivants gardent une balance hydrique positive plus longtemps que les survivants. Les survivants auront une balance hydrique positive. Les malades graves développent des œdèmes, qu'on le veuille ou non, surtout lorsqu'il y a sepsis. Mais vous voyez qu'après 3 jours,
la balance hydrique n'est plus positive chez les survivants. OK? Encore une fois, avec toutes les limitations des bilans hydriques, c'est quand même assez grossier. Mais alors, on peut se poser la question de savoir, est-ce que chez les non-survivants, ce n'est pas l'oligoanurie qui joue un rôle important dans cette balance hydrique positive? Eh bien, oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils ont une diurèse un peu moins importante que les survivants, mais ils ont aussi reçu plus de liquide, probablement qu'ils avaient besoin de plus de liquide que les survivants. Donc, ce n'est pas seulement une question de diurèse. Une autre étude que j'ai repêchée là, de malades qui ont une insuffisance rénale, et on peut voir que les survivants en bleu ont un bilan hydrique qui n'est pas très, très positif, encore qu'ici, il reste un peu positif jusqu'au 7e jour, et les non-survivants ont un bilan hydrique beaucoup plus positif. Ou ici, c'est intéressant parce que l'étude rénale portait sur des malades qui ont besoin de support rénal extracorporel. Eh bien, on peut voir que les non-survivants, en gris, ont effectivement une balance hydrique plus positive, mais pendant 2 semaines, on commence à regarder un peu plus long terme, où ici, dans l'étude Finaki, une étude un peu similaire, on peut voir que la survie est plus élevée chez les malades qui n'ont pas de surcharge hydrosodée, ou en tout cas moins que ceux qui ont une surcharge hydrosodée importante. Donc, il y a effectivement là aussi un élément pronostique important. Ou encore ici, c'est une étude même plus ancienne, mais qui va plus loin. On examine les malades plus longtemps. Et si on commence par le panneau inférieur, on peut voir que chez les malades qui n'ont pas besoin de dialyse pour leur insuffisance rénale, ben, au total, évidemment, les 2 courbes vont finir par se rejoindre, puisque, évidemment, les malades avec surcharge ou sans surcharge, qui restent, ben, ils survivent quand même et les écarts vont se minimiser. Mais chez les malades traités par dialyse, on peut voir que quand même, hein, ça prend... après 60 jours, il y a encore des différences dans les probabilités de survie entre ceux qui ont une surcharge hydrosodée et ceux qui n'en ont pas. Et enfin, notre grande étude mondiale, cette fois, portant sur plus de 10 000 malades, encore une fois, il y a beaucoup de malades français, mais il y avait des malades de 84 pays, et qui montre un élément important. C'est que le graphique du haut vous montre les premières 24 heures, et le graphique du dessous montre les premières 72 heures, indiquant que dans la réanimation initiale, peut-être que le tout début a moins d'importance que ce qui se passe au 2e, 3e, 4e jour. Et ceci nous amène à ce concept que vous connaissez et qu'on utilise largement aujourd'hui, c'est le concept des différentes phases de la réanimation. La première phase est la phase de salvage, on essaye de garder le malade vivant, on sauve la vie, et donc, on donne des liquides, on donne de la noradrénaline, on n'a pas encore de monitorage. Le monitorage s'installera dans la 2e phase, qui est la phase d'optimisation, d'individualisation des besoins liquidiens en particulier, avant d'arriver à une phase de stabilisation, où on va arrêter de pousser le remplissage, parce qu'après, il y aura même la phase de désescalade, dans laquelle on va espérer que le malade élimine ses œdèmes, ou sinon, il faudra peut-être donner des diurétiques, ou peut-être même utiliser de l'ultrafiltration. Et donc, évidemment, ces phases sont de durées différentes, c'est un concept plus qu'un protocole, hein? C'est vraiment se demander dans quelle phase se trouve mon malade ici. Si vous voulez, on a publié plus récemment encore les applications pratiques de ce diagramme dans la personnalisation de la prise en charge hémodynamique du choc septique en l'occurrence. Mais physiologie, quand on y pense, la formation d'œdème, ben évidemment, elle survient lorsque les pressions augmentent dans les vaisseaux. On pense évidemment à l'insuffisance cardiaque, mais d'hypervolémie aussi. Un malade insuffisant rénal anurique peut avoir un excellent cœur et développer une surcharge volémique, évidemment, bien sûr.
L'autre mécanisme étant les altérations de perméabilité, essentiellement sous l'influence des médiateurs, comme dans le sepsis. Et évidemment, s'il y a des altérations de perméabilité au départ, mais que la prise en charge liquidienne est un peu trop musclée, disons, ça c'est évidemment encore plus grave, parce que là on combine les deux. Il y a des lésions capillaires qui font que le liquide passe déjà dans l'interstitium, mais si en plus les pressions augmentent dans les vaisseaux, c'est évidemment beaucoup plus grave. Alors, on peut se référer au sepsis, c'est ce qu'on fait souvent, mais il n'y a pas que ça, hein. Dans le trauma aussi, si le malade perd 1 litre de sang, mais on sait bien qu'il faudra rendre plus de liquide parce qu'il y a en même temps des phénomènes d'ischémie-reperfusion. Il y a une réponse inflammatoire qui fera qu'il y aura une certaine quantité d'œdème qui se développera. Et encore une fois, ceci nous indique la limitation des évaluations de la balance liquidienne. Si on parlait d'insuffisance respiratoire aiguë liée à un œdème pulmonaire, on dirait qu'il y a l'œdème pulmonaire hémodynamique, comme dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'hypervolémie, et il y a l'œdème pulmonaire non hémodynamique ou lésionnel, où là, il s'agit d'altération de perméabilité capillaire, c'est la RDS sévère ou modérée. Ah, évidemment, il peut y avoir des éléments intermédiaires, il peut y avoir un petit peu d'œdème pulmonaire non hémodynamique et des pressions qui ont augmenté un peu plus, bien sûr. Mais un élément très important à garder à l'esprit, c'est que l'œdème n'est pas synonyme d'hypervolémie. La surcharge hydrosodée ne veut pas dire hypervolémie. On a des termes différents, respectons ces termes différents. L'hypervolémie, c'est trop de volume. Où ça? Mais dans les vaisseaux. Ah, on peut très bien avoir trop de liquide en dehors des vaisseaux et pas nécessairement trop de liquide dans les vaisseaux. Un malade cirrhotique, pour prendre un cas extrême, peut évidemment avoir besoin de liquide intraveineux alors qu'il vit en anasarque. Il a déjà plein d'œdème. Et donc, celui qui ne comprend pas bien la réanimation, qui passe comme ça en réanimation, va dire « Oh, il a déjà beaucoup d'eau et beaucoup de sel. Hein? » Un peu comme celui qui dirait « Celui-là, il est obèse, il n'a pas besoin d'être nourri, il a ses réserves, comme on dit. » Non, c'est pas comme ça qu'on soigne les malades. Il y a effectivement des éléments liés à l'hypoalbuminémie, liés à des éléments d'altération de perméabilité qui font qu'un malade qui a une surcharge hydrosodée n'a pas nécessairement une hypervolémie. Si vous voulez, de manière plus illustrative, on peut imaginer l'œdème avec hypervolémie et on peut, comme l'insuffisance cardiaque congestive, avec des jugulaires comme ça, et on peut imaginer l'œdème avec hypovolémie ou en tout cas avec besoin liquidien encore présent. Et donc, tout est question du degré de perfusion tissulaire. On revient aux 4 phases. Quand on est dans la phase de stabilisation du choc, on ne se soucie pas tellement de... Évidemment, on ne va pas donner trop de liquide quand ce n'est pas nécessaire, mais on ne va pas trop hésiter à pratiquer une réanimation liquidienne. Et je termine avec cette question alors. J'ai dit que la pression veineuse centrale était très importante. Si vous voulez, vous pouvez retourner à notre papier que j'ai écrit avec Daniel Debacker, 10 questions sur la pression veineuse centrale pour indiquer que la pression veineuse centrale est évidemment influencée par pas mal d'éléments. Et donc, ce n'est pas tout de dire « Ah, la pression veineuse centrale est élevée, je ne donne pas de liquide, la pression veineuse centrale est basse, je donne des liquides. » Non. Malade qui a une BPCO avancée, au départ, a une pression veineuse centrale élevée. C'est un petit peu le contraire du cirrhotique. L'un et l'autre ont des œdèmes, mais ici, la pression veineuse centrale est élevée. Mais la pression veineuse centrale est influencée non seulement par le volume plasmatique, par la fonction droite, par la fonction gauche, les pressions intrathoraciques jouent un rôle. C'est évidemment complexe, mais c'est pour ça qu'il faut jeter cette variable du revers de la main. C'est une variable qui a évidemment son importance, surtout quand on parlera de relations de Starling, qui nous permet de personnaliser
l'administration de liquide intraveineux. La pression veineuse centrale, donc, est une valeur de sécurité. On sait que quand la pression veineuse centrale est basse, ce n'est pas très dangereux de donner des liquides parce que l'œdème ne va pas s'ensuivre immédiatement. Il n'y a pas vraiment de valeur sûre de CVP, de pression veineuse centrale, pour autant. Et il ne faut jamais donner des liquides jusqu'à une pression veineuse centrale donnée. Ce serait comme dire au restaurant, je vais commander à manger jusqu'à ce que j'arrive à mon budget. C'est pas comme ça que ça se présente. Et donc, en gros, pourquoi est-ce que je vous parle de la pression veineuse centrale? Parce que c'est un élément extrêmement important dans la formation d'œdème, la pression veineuse. Et donc, dans la relation de Starling, quand on donne des liquides, ce qu'on voudrait bien, c'est que le débit cardiaque augmente pour améliorer les apports en oxygène au tissu. C'est la flèche verte. Et si possible, on aimerait bien ne pas payer pour ça. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'il y a quand même une certaine augmentation des pressions à l'intérieur du réseau veineux. Et donc, ce qu'on voudrait bien, c'est avoir le plus possible en payant le moins cher possible. Et donc, on se retrouve avec cette relation. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête de donner des liquides intraveineux? Donc, en conclusion, évitons la surcharge hydrosodée. Un patient qui a des œdèmes peut avoir besoin de liquide intraveineux. Faisons attention à ce terme de surcharge vasculaire, de surcharge volémique, de surcharge volémique, de surcharge liquidienne, parce que c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, qui n'implique pas nécessairement l'hypervolémie. Faisons attention au fait qu'on passe de la fortune à la misère assez facilement, et donc ne limitons pas les liquides lorsque le malade en a encore besoin, et toutes les recommandations récentes vont dans ce sens-là. C'est seulement lorsqu'on arrive à la phase de stabilisation ou de désescalade qu'on peut effectivement alors peut-être pratiquer une ultrafiltration, mais un débit qui devra aussi être adapté, parce que sinon on crée une hypovolémie par une ultrafiltration trop musclée. Et les diurétiques, de même, ce n'est pas dans les phases initiales qu'on va les donner, c'est lorsque le malade est stabilisé, mais ce sera couvert par les autres orateurs. Je m'arrête là, merci beaucoup.